Une production des studios Bass. Notre histoire nous sera racontée dans ce passé décomposé. Bienvenue à ce tout nouvel épisode du Balado Passé Décomposé. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Guillaume Beaulieu et je suis très heureux de vous retrouver, cher public, et de te retrouver également, Martin Archambault. Bonjour, mon ami. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je t'avoue avoir une petite tristesse, Martin. On est déjà rendu à l'épisode numéro 15 et toi et moi, on le sait que notre saison se termine à 20 épisodes. Oui. Donc, nous sommes dans le dernier droit déjà et la grande question demeure, y aura-t-il une deuxième saison de Passé Décomposé? Et là, on laisse un petit flou artistique. Faudrait qu'on parle avec les producteurs de Studio Bass. Je crois que tu les connais. Parler, ouais. J'ai entendu dire qu'il y avait de l'ouverture, mais il faudra voir si les animateurs vedettes négocient leur cachet. Oui, c'est ça. Là, à un moment donné, il faut un gros contrat, parce que sinon... Hein? Dans les dernières semaines, nous avons eu un grand achalandage sur notre page Facebook et ça a apparu sur nos téléchargements. On vous en remercie grandement et je prends 30 secondes pour vous rappeler que le balado Passé Décomposé, c'est un balado qui porte sur différents thèmes de la Nouvelle-France ainsi que des familles qui ont peuplé le Québec. Martin et moi, nous ne sommes pas des généalogistes ni des historiens. Nous sommes des immenses amateurs de généalogie et d'histoire. Et toutes les informations qu'on vous nomme durant les épisodes viennent de sources fiables, disponibles dans la description de chaque épisode ou grâce à la présence d'invités spécialisés sur le sujet. Avant d'aller trop loin, on se doit de remercier notre commanditaire pour aujourd'hui. Cet épisode est présenté par généalogiequebec.com, propulsé par l'Institut Drouin, la plus grande collection en ligne d'archives historiques du Québec et du Canada, avec plus de 100 millions de documents pour retracer votre histoire familiale. Et en tant qu'auditeur, vous profitez d'un rabais exclusif de 25% sur votre abonnement en entrant le code promo Histoire25 à l'achat. Je vous rappelle que vous pouvez trouver tous nos épisodes sur notre site internet passédécomposé.com, passédécomposé, pas d'accent. Et vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes connues de balado-diffusion, que ce soit Apple Podcast, Spotify, YouTube Music, Amazon Music. Nommez-les, on est partout. Mais si vous voulez savoir où et comment, passédécomposé.com, notre site web, tout est là. Ça reste la meilleure option. Un seul site et tout y est. Et puis, on a même les sites web des associations avec qui on a fait affaire, les épisodes, notre compteur de téléchargement, tout est sur notre site web, donc passédécomposé.com. Et Martin t'a fait un très gros travail en plus sur ce site web, donc pourquoi ne pas aller le consulter? Oui, et j'en profite, tu m'allumes là, sur le gros travail, parce que j'ai passé du temps là-dessus. Les gens nous demandent à l'occasion quelles sont les familles qu'on a traitées, donc les patronymes qu'on a traités, ou encore de savoir qui sont les invités, quels sont les invités avec qui on a parlé, ou les répertoires des capsules. Tout est là. Donc, la meilleure façon, là, c'est quand vous allez sur notre site web, il y a une section là, qui permet d'aller voir nos collaborateurs et nos invités. Vous cliquez là-dessus, vous allez voir la liste des associations familiales avec lesquelles on a transigé, les historiens ou les personnes ressources qui sont venues passer à l'émission. C'est tout là. Et vous avez également un hyperlien pour aller voir les familles. Ils sont toutes classées par ordre alphabétique des noms de famille. Et si votre famille, c'est par exemple, je sais pas moi, Tremblay, ben vous descendez jusque dans l'été Tremblay et vous avez accès directement à écouter l'extrait qui parle de votre ancêtre Tremblay. Donc, tout est là. Ça, c'est hyper facile si vous cherchez quelque chose. Et vous allez même avoir un avant-goût parce que les derniers épisodes de la saison, les noms sont déjà inscrits. Donc, vous saurez en primeur même de quel nom on va traiter jusqu'à la fin de la saison. Les extraits sonores ne sont pas là, évidemment, mais les noms sont là. Non, parce qu'on n'a pas eu le temps de le travailler encore. Pour notre actualité généalogique, nous voulions souligner l'accomplissement de Robert Auclair, lauréat du prix Georges-Émile Lapalme. Avant de continuer, petite mise en contexte, le prix Georges-Émile Lapalme, c'est la plus haute distinction attribuée à une personne pour sa contribution remarquable à la promotion et à la qualité de la langue française parlée ou écrite au Québec. Le prix est nommé en l'honneur de Monsieur Georges-Émile Lapalme, sans grande surprise, un proche allié de Jean Lesage lors de la Révolution tranquille. Avec des études en droit en poche, il va se lancer en politique
en 1945 au fédéral. Il va ensuite joindre les rangs du provincial pour devenir chef du Parti libéral du Québec en 1950. Il sera également le fondateur et premier titulaire du ministre des Affaires culturelles qu'on connaît aujourd'hui sous le nom du ministère de la Culture et des Communications. Revenons donc à M. Robert Auclair. Il a gagné ce prix à l'âge respectable de 99 ans. D'ailleurs, M. Auclair a fêté son 100e anniversaire dans les derniers jours. En fait, on en a même glissé un mot lors du dernier épisode. Notre invité nous parlait du cofondateur de l'Association des Auclairs, qui surnommait affectueusement Monsieur le juge, qui disait qu'il allait fêter ses 100 ans. Eh bien, c'est lui. Monsieur le juge, avocat de formation, puis successivement conseiller aux fonctionnaires et juges. Robert Auclair a consacré sa carrière à l'amélioration de la qualité de la langue française au Québec. C'est grâce à lui si, par exemple, les Québécoises et les Québécois achètent leur vin à la Société des alcools et non plus à la Commission des liqueurs, qui était une traduction, et si on produit maintenant des déclarations de revenus plutôt que des rapports d'impôts. Celui qui a promu avec vigueur l'emploi d'équivalents français en remplacement des anglicismes et d'autres calques de l'anglais, notamment dans le monde du travail, laisse un héritage inspirant aux plus jeunes générations à qui il appartient de poursuivre sa noble mission. L'honorable M. Auclair a répondu en entrevue lorsqu'on lui a demandé ce que le prix représentait pour lui. « Je ne surprendrai personne en disant qu'obtenir un prix du Québec culturel à l'âge de 99 ans, ça vient boucler la boucle. » Donc, félicitations, monsieur le juge, pour votre prix. Martin, est-ce que tu avais une capsule du mot du jour à nous présenter? Oui, on écoute ça à l'instant. Le mot historique du jour. Le siffleux est en réalité une marmotte commune. Son surnom vient tout simplement du sifflement aigu qu'elle émet pour avertir ses congénères du danger. Le mot s'est imposé dans le français populaire d'ici, plus imagé que les termes scientifiques. Très présent dans les champs et les terres agricoles depuis le début de la Nouvelle-France, le siffleux fait partie du quotidien des colons. S'il y a un siffleux, c'est siffler. Ça me fait rire, cette parlure-là qu'on a, des fois des petites expressions comme ça. Je raconte ça très rapidement. J'avais été dans un Airbnb avec ma femme. À l'époque, on n'avait pas d'enfant. Et puis, le propriétaire nous dit, si jamais vous faites un feu le soir, surprenez-vous pas, il y a des chats sauvages qui se promènent. Pour moi, dans ma tête, un chat sauvage, c'est un chat qui est sauvage, donc pas domestiqué et tout ça. Et je suis assis très tranquillement à manger mes guimauves et on me tape sur la cuisse. Pour lui, un chat sauvage, c'est un raton laveur. Donc, c'est un raton laveur qui me tapait sur la cuisse pour manger ma guimauve. J'ai été un peu surpris, mais l'homme nous avait annoncé que oui, lui, il donnait à manger régulièrement au raton laveur. Donc, il venait souvent à la maison. Ça saisit quand même. Il paraît qu'on les apprivoise pas, les chats sauvages. Ah, Marjo. Extrait, s'il vous plaît? Non, on n'a pas le temps. Martin, j'en ai parlé en finale du dernier épisode, mais tu as eu la chance dernièrement de rencontrer les gens du Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe. C'était dans quel contexte que tu as pu les rencontrer? Ben écoute, on a d'ailleurs eu une courte... un court entrevue, ou des extraits d'entrevues qu'on a diffusés il y a quelques épisodes déjà. En fait, je suis entré en contact avec eux dans le contexte où, je connaissais le centre, je savais qu'il existait. J'étais déjà allé pour des recherches généalogiques sur Saint-Hyacinthe. En fait, c'est le Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe, donc c'est un centre multifonction. Donc, il y a un volet d'archives, il y a un volet de généalogie. Il y a beaucoup d'informations historiques là, sur Saint-Hyacinthe qui se retrouvent. J'étais allé là, moi, dans un contexte généalogique, mais voyant des publications d'eux, puis voyant des conférences qu'ils organisent, puis des événements qu'ils organisent, je suis entré en contact avec eux pour leur parler un peu de notre balado, puis tout ça, puis c'est des trucs qui les intéressaient. Puis quand j'ai vu un peu tout ce qu'ils faisaient, j'ai été très, très, très impressionné par la dimension très large de ce qu'ils font. Puis... évidemment, moi, c'est par l'intermédiaire, on en a parlé précédemment, de mon grand-papa qui vient de là-bas, qui a fondé les variétés canadiennes. Ils ont diffusé, sans le savoir, là, de l'information sur les variétés canadiennes. Puis moi, je leur ai dit, hey, ben ça, c'est mon grand-père, puis votre photo est intéressante, mais moi, des photos des variétés canadiennes, j'en ai plein parce que c'est nos archives familiales. Il y en a que je veux garder, bien entendu, pour des raisons sentimentales, mais il y a des choses que je pourrais vous donner. Est-ce qu'on peut vous donner? Ben, elle dit, ben oui, viens nous rencontrer, on pourra jaser. En même temps, tu vas nous parler de ton balado, nous, on va te parler de nos services. Donc, j'en ai profité pour faire le tour avec elle au pluriel, là, parce que c'était plusieurs dames avec qui j'ai jasé, qui m'ont expliqué un peu tout ça. Puis c'est ça que je voulais vous faire écouter aujourd'hui. Dans notre portion historique aujourd'hui, ça va être un peu de découvrir ce qu'un centre, et il y en a dans d'autres régions que de la région de Saint-Hyacinthe,
Saint-Hyacinthe, mais là, aujourd'hui, on va parler de celui de Saint-Hyacinthe, que vous puissiez découvrir c'est quoi les services, qu'est-ce que ça peut donner, ce genre de centre-là. Ben, c'est parfait parce que pour faire changement, je suis un peu encore enrhumé. Donc, ça va me laisser le temps de me reposer la voix, le temps qu'on écoute tout ça. Ben, on écoute ça à l'instant. Joëlle Thérien, historienne au Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe. Isabelle Martin, coordonnatrice du service de généalogie du Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe. Ma première question a été de leur demander quelle était la vocation du Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe. Oui, le Centre d'histoire en tant que tel a été fondé en 2004, mais c'est né de la fusion de deux autres organismes, donc la Société d'histoire régionale de Saint-Hyacinthe, qui, elle, date de 1937. Il y a le service de généalogie là, qui s'est greffé, pas qui s'est greffé, plutôt, qui a été créé en 1978. Et l'autre organisme, c'est le Centre d'archives du séminaire de Saint-Hyacinthe, qui a été créé en 1990. Donc, en 2004, on fusionne les deux organismes. Donc, ça permet là, de pouvoir en faire encore plus. Puis maintenant, on est rendu à 7 employés. Là. Donc, c'est ça aussi là, que ça a permis la fusion, là, de pouvoir mettre tous les efforts ensemble. Puis, en plus des 7 employés, on a aussi là, énormément de bénévoles là, qui font toutes sortes de choses au Centre d'histoire. Ça veut donc dire que les archives du séminaire de Saint-Hyacinthe, qui était une école à l'époque, ne contiennent pas juste des informations sur l'école elle-même, sur l'histoire de l'école, mais bien des archives sur la région de Saint-Hyacinthe. Oui, exactement. Anne-Sophie pourra t'en parler un peu plus du fonds d'archives, là, parce que notre premier fonds d'archives, là, le fonds 1, c'est le fonds du séminaire de Saint-Hyacinthe, mais dans le fonds d'archives, on a plein d'informations là, sur l'histoire de Saint-Hyacinthe. Okay. Donc, si on est un citoyen de la région de Saint-Hyacinthe, dans le fond, de la MRC, et qu'on a besoin des services du centre, quels sont les services que le centre peut nous offrir? Bien, comme la majorité des sociétés d'histoire, on a nos conférences mensuelles. On publie aussi des textes là, dans le journal local. Puis ensuite, quelques mois après, on les relaie sur notre site Internet. Là. Donc, sur notre site Internet, on a vraiment là, plein d'informations sur l'histoire de la région. On collabore aussi là, avec la télévision communautaire là, pour faire différents projets en lien avec l'histoire régionale. On offre aussi des visites guidées. Donc, si jamais vous êtes de passage à Saint-Hyacinthe, vous avez envie là, d'en apprendre plus sur la région, là, on a différentes visites guidées là, qui sont offertes. Puis, notre gros événement de l'année, c'est Orgue et patrimoine. Donc, cette année, là, ça va se passer au mois de mai. C'est 3 concerts qui sont organisés là, dans 3 municipalités différentes parce que nous, on couvre pas juste Saint-Hyacinthe, on couvre aussi tout le territoire de la MRC. Donc, comme la majorité des gens le savent, là, les orgues Casavant, c'est quelque chose de très important à Saint-Hyacinthe, mais en général, là, la musique, c'est quelque chose qui est vraiment enraciné là, dans l'histoire régionale. Donc, dans Orgue et patrimoine, dans le fond, on organise un concert pour mettre en valeur l'orgue qui est présent là, dans l'église. Et on a aussi là, la partie patrimoine où là, on parle de l'histoire de la région. J'ai ensuite eu envie de demander à Joëlle quelle était sa vision sur le rôle qu'une société d'histoire, comme celle de Saint-Hyacinthe, a à jouer dans le fait de faire connaître des éléments importants d'une région. Évidemment, il y a toujours des trucs très, très, très emblématiques et très connus de la région. Donc ça va de soi. Mais il y a plein de petits trésors cachés, d'éléments de l'histoire intéressants que les gens connaissent peu. Quel est le rôle d'une société d'histoire comme celle-là ou celle des autres régions de faire connaître ces petits éléments historiques-là auprès des citoyens? Exactement. Bon, on fait vraiment de l'histoire en fonction des fois des projets sur lesquels on est appelé à collaborer. Là. Donc, tu parlais de la Porte des Mers. La ville de Saint-Hyacinthe là, nous avait engagés pour faire une exposition de photos où on avait des photos là, de la Porte des Mers à différentes époques. Puis, on a aussi fait une conférence là, sur les anciens maires de Saint-Hyacinthe parce que le vrai nom de la Porte des Mers, c'est la Porte des anciens maires. Ouais. Puis, c'est ça, on a différents projets comme ça en lien avec
avec l'histoire là, de la région. Donc, des fois, on va chercher des choses plus connues dans l'histoire. On a un balado découverte et une visite guidée là, sur le patrimoine industriel du quartier Bourgelis. Donc, le premier foyer industriel à Saint-Hyacinthe, il est proche de la rivière, dans le centre-ville. Mais un peu plus tard, là, on a eu un deuxième quartier industriel là, qui se trouve proche de la ligne de chemin de fer. Donc ça, c'est des choses qui sont, oui, des fois connues parce qu'il y a des gens là, qui ont travaillé dans ces entreprises-là ou qui s'en souviennent là, quand ils étaient jeunes, mais pour certains, là, c'est une histoire le plus méconnue. Là. Donc à travers nos projets, on fait découvrir des choses qui sont connues pour certains, qui aiment ça, se rappeler des souvenirs, mais pour d'autres, là, que c'est complètement de la nouveauté. J'ai ensuite demandé à Isabelle Martin, qui est coordonnatrice du service de généalogie, quels étaient les services que le Centre de généalogie offre aux gens qui sont membres de la Société d'histoire de Saint-Hyacinthe. Mais dans le fond, quand les gens viennent nous visiter, pour les membres, dans le fond, quand on est membre du Centre d'histoire, on est membre de la généalogie, puis aussi pour aller aux archives. Donc, faire des recherches, peu importe l'endroit, on peut faire, quand on est membre du Centre d'histoire, ça devient gratuit, la visite. On sait que la généalogie est rattachée à l'histoire. Ouais, ben oui. Donc, quand on trouve, je sais pas, moi, on veut savoir où a habité notre arrière-grand-père, ben on peut avoir accès des fois avec les bottins, les anciens bottins, on peut avoir des cartes. Donc, en allant aux archives, on peut découvrir ça. Puis même, parfois, il y a des fonds sur des familles, des fois qu'on sait même pas, puis qui peut avoir, ou des photos, parce qu'on a aussi des fonds avec des photographes qui ont pris énormément de photos de famille à Saint-Hyacinthe. Donc, des fois, on peut trouver des belles photos. Donc, c'est un bel avantage d'être ensemble aussi. Oui, on a une douzaine d'ordinateurs disponibles pour les chercheurs, puis ils peuvent aussi amener leur portable aussi. Donc, quand les gens viennent ici, on donne accès à Généalogie Québec, à BMS 2000, Ancestry International. Donc ça, c'est quand même des beaux outils, des bons outils de recherche. Puis, on a aussi, greffé à ça, ben c'est sûr qu'on a BANQ, donc on peut montrer aux gens comment fouiller sur BANQ, Family Search, Claire Généalogie. On a aussi des bénévoles qui ont fait du travail sur des communautés religieuses. Donc, on met ça aussi à la disponibilité des gens ou des gens qui viennent nous porter des signets mortuaires, des pierres tombales qu'on est allé photographier. Donc, on a ça aussi disponible pour les gens quand ils viennent ici. C'est sûr que comme les pierres tombales, c'est plus de la région, mais quand on parle de signets mortuaires ou qu'on parle de religieuses, c'est sûr que c'est des communautés d'ici, mais c'est des gens qui viennent de partout au Québec, même des fois des États-Unis. Donc, c'est le fun aussi. Puis, je tiens à préciser aussi que c'est pas parce qu'on est à Saint-Hyacinthe qu'on peut faire de la recherche juste sur nos ancêtres de Saint-Hyacinthe. Ouais, on peut faire des recherches sur partout au Québec. D'ailleurs, aussi, on a des livres de baptême, mariage, sépulture, des livres de famille de partout au Québec. On a aussi des livres sur la Nouvelle-Angleterre, le reste du Canada, donc Manitoba, Saskatchewan. Il y a beaucoup de familles qui sont allées là du Québec, l'Acadie. Donc, on a vraiment beaucoup d'outils aussi, livres, je pourrais dire, là, des dictionnaires, des livres des monographies de paroisses qui sont disponibles pour les gens, que c'est pas donc de partout au Québec, là. Et même, comme je disais, un peu partout aussi aux États-Unis. On a beaucoup de fonds aussi, des gens qui nous ont donné des recherches déjà qu'ils avaient faites. Okay. Puis on a des bénévoles qui les ont mis qui ont fait un peu de ménage dedans pour que ça soit plus facile pour la recherche. Puis donc, on donne accès à ces recherches-là aussi, là. J'ai aussi demandé à Isabelle, en supposant que quelqu'un a de l'intérêt dans l'histoire ou dans sa généalogie personnelle, par exemple, et décide d'aller au centre pour faire des recherches et créer sa généalogie, mais quelqu'un qui connaît pas ça, qui sait pas par où commencer, est-ce que le service d'aide ou d'assistance pour bien démarrer, là, donc quelqu'un qui va nous coacher en partant, est-ce que c'est un service que le centre peut offrir à un citoyen qui est dans une telle situation?
Oui, dans le fond, la personne, quand elle arrive ici, puis qu'elle me dit, moi, je pars de rien, ben on leur montre, soit moi ou j'ai des bénévoles aussi qui sont très habiles, donc ça dépend de la disponibilité, mais il y a tout le temps quelqu'un qui est là pour guider, dans le fond, à faire de l'aide à la recherche, montrer par où commencer. On a déjà des feuilles imprimées qu'on donne qui avec des informations de base, comment faire la recherche, comment on débute tout ça. On peut aussi les guider avec les outils, justement, parce qu'il y en a qui sont habiles à l'ordinateur, d'autres pas. Puis il y en a aussi qui me dit qui arrivent, ils disent ouais, mais moi les ordinateurs, je veux vraiment pas toucher à ça, mais on peut quand même encore faire de la recherche avec les livres. Donc on est capable de leur montrer aussi comment faire de la recherche aussi autrement. Puis quand ils sont bloqués, ben on est là pour les aider justement à débloquer parce qu'on a des petits. À force d'en faire, on finit par trouver des façons de faire pour les débloquer justement. Donc on peut essayer sur un outil, après ça sur un autre outil. Puis donc il y a vraiment quelqu'un. Puis aussi des fois, ça arrive une à deux fois par année qu'on donne des formations de départ. Puis aussi des formations plus pour comment travailler avec BANQ, comment qu'on peut travailler avec Généalogie Québec, donc même s'ils l'ont à la maison, des fois ils ont juste une façon de faire, ils savent pas toutes les possibilités. C'est comme les outils avec lesquels on travaille, des fois on travaille avec un faible pourcentage des possibilités de l'outil, on ne sait pas qu'il y a d'autres options à côté qui pourraient nous faire sauver du temps. Donc des fois dans l'année, ben, on peut faire on offre des cours, des formations pour ça. On s'est ensuite dirigé vers le centre des archives du Centre d'histoire. Une fois arrivé aux archives, j'ai demandé à Isabelle quelle était la différence entre les livres, les documents qu'on voyait dans cette pièce-là et les autres documents qu'on voyait précédemment dans la salle de généalogie. Ici, on a une collection de livres d'histoire du Québec et du Canada. Et puis, on a une collection de livres qui sont relatifs à Saint-Hyacinthe. OK. Donc, si ce qu'on recherche n'est pas nécessairement une donnée généalogique, c'est plus un document d'histoire où on cherche un élément historique sur la ville, c'est plus les gens qui viennent ici, les chercheurs, c'est surtout pour consulter nos archives, nos fonds d'archives. On en a 700 quelques. Donc, ne sont pas toutes de la même grosseur, mais des fois, c'est quelques documents. C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que c'est précisément un fonds d'archives? OK. Un fonds d'archives, c'est un ensemble de documents qui a été créé par une personne ou un organisme ou une compagnie. Et puis, les gens nous apportent ces documents-là. Et puis, nous, notre travail, dans le fond, c'est de faire de faire une classification par grande série, par grand thème, et ces thèmes-là sont subdivisés en plus petits thèmes, par exemple, pour arriver à un classement là avec des chemises non acides dans des boîtes pour que ça soit propre et facile à consulter. Okay, donc, c'est un sujet, un fonds d'archives, est-ce que ça pourrait être, par exemple, il y a une entreprise qui a été fondée ici en 1802, puis il y a quelqu'un dans cette entreprise-là qui a gardé des photos au fil du temps, des documents sur cette entreprise-là. Donc, un fonds d'archives sur l'entreprise, ça serait une chemise ou un document qui contient toutes ces photos-là, toute cette information-là sur un sujet. On a des fonds on a un fonds d'une communauté religieuse qu'on a acquis récemment et il y a près de 400 boîtes. Mais on a des fonds aussi qui font une demi-boîte ou une chemise. Je lui ai ensuite demandé quelle était la façon pour un citoyen d'avoir accès à quelque chose, à une information recherchée dans le fonds d'archives. Sur le site web du Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe, on a une base de données des archives. Donc, c'est possible de chercher en ligne. Et puis, à ce moment-là, s'il y a un résultat qui intéresse le chercheur en question, il prend rendez-vous avec nous pour venir consulter le fonds ou le document qui l'intéresse. OK. Donc, si le fonds contient des textes, des photos,
vous allez rendre accessible. Donc, on va pouvoir venir voir. C'est évidemment, on ne part pas avec. Vous les gardez, j'imagine. Oui. Mais est-ce qu'on peut prendre des photos? Est-ce qu'on peut avoir des copies? On a une photocopieuse. Moi, je m'occupe des chercheurs, justement, donc je fais des photocopies. Parfois, on autorise la prise de photos avec le cellulaire, mais il y a des frais avec ça qui sont tous expliqués sur notre site web. Et puis, on fait aussi de la numérisation. On a des numériseurs pour offrir ce service-là. OK. Et si je viens de la région où mon grand-père, je vais prendre un exemple personnel. Mon grand-père vient de la région. Il a fondé les Variétés canadiennes. On en a parlé dans un épisode précédent. J'ai vu que vous avez des trucs là-dessus. J'ai vu une photo des Variétés canadiennes sur votre site web. Mais moi, j'en ai beaucoup des photos, là. J'ai des photos des répétitions, j'ai des photos dans d'autres villes où ils ont été en spectacle. J'ai même des disques parce qu'il avait un appareil chez lui pour faire des 78 tours. Puis lui et certains membres des Variétés canadiennes ont enregistré dans son salon des extraits de chansons si on a une table tour d'art, 18 tours, on peut écouter. J'ai ça chez moi, j'en ai beaucoup, évidemment. Il y en a que je veux garder parce que pour des raisons sentimentales, mais j'ai jamais su qu'est-ce que je pouvais faire avec ça. Et là, je me dis, tiens, ça fait partie du patrimoine de Saint-Hyacinthe. Est-ce qu'on peut vous faire des dons? Comment ça fonctionne? Tout à fait. Donc, comment ça fonctionne? Ben, habituellement, on prend un rendez-vous et puis les gens nous apportent ce qu'ils ont, peu importe la quantité. Et puis, moi ou un de mes collègues, on est 3 archivistes ici, on va regarder en quoi consiste le don. Et puis, habituellement, on garde tout. En fait, on s'occupe, nous, les archivistes, de faire un tri là. C'est sûr que s'il y a beaucoup de coupures de journal en mauvais état, ça veut pas dire qu'on va les garder. Ouais, surtout faut que ça ait une certaine valeur. De Saint-Hyacinthe, c'est maintenant sur Internet, déjà, sur BANQ, donc le site de Bibliothèque nationale. Mais si c'est un scrapbook, par exemple, la personne elle a pris le temps de faire son scrapbook, coller, tout ça c'est quelque chose qu'on va garder. Dans le fond, les gens peuvent nous amener tout type de documents, puis nous, on va juger ce qu'on garde ou non. Et la personne peut repartir là avec qu'est-ce qu'on garde pas. T'sais. On va pas jeter sans demander au donateur. C'est tout simplement ça. C'est pas compliqué. Okay, c'est très simple. C'est très, très simple. Oui. On a ensuite décidé d'aller faire un tour à l'intérieur de la voûte où se trouvent les artefacts, les documents des archives. Donc là, on est dans comment ça fonctionne le dépôt d'archives? Donc, vous dites que les gens peuvent vous amener des trucs, mais là, si à toutes les années, il y a 15 organismes ou familles qui vous amènent une boîte de pick-up de stock, il faut mettre ça quelque part, il faut les trier, il faut les classer, il faut être capable de les retrouver. Comment ça fonctionne? Exactement. Donc, on a 2 dépôts d'archives au Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe. Un à l'étage là, des archives et un autre sous la chapelle du séminaire de Saint-Hyacinthe parce que le Centre d'histoire, les locaux du Centre d'histoire sont situés dans le séminaire de Saint-Hyacinthe. Qui est en soi une pièce architecturale historique. Tout à fait. C'est à visiter. D'ailleurs, on a des belles visites de la chapelle quelques fois par année. Et puis, le dépôt au sous-sol, sous la chapelle, est 2 fois plus grand que celui au premier étage. Oui, c'est ça. Donc, on a des rayonnages amovibles. Et puis, dans le fond... Si j'ai besoin, si vous avez quelque chose, j'ai consulté sur la base de données, puis je vois que vous l'avez, on prend rendez-vous, mais là, vous devez physiquement le retrouver dans tout ça. Effectivement, c'est pour ça qu'on a des répertoires numériques. C'est des outils pour repérer les documents. Quand c'est une petite boîte, c'est pas difficile, mais quand il y a 40 boîtes, donc c'est tout classé par c'est par numéro. Okay. Il y a une numérotation. Un peu comme dans les bibliothèques avant, avec des numéros. Oui, des codes, c'est ça. Donc le Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe est un centre d'archives agréé, donc on est reconnu par Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANQ. Et donc, nos dépôts, c'est à température contrôlée.
Donc, la température, là, les Celsius et l'humidité est contrôlée pour la conservation, la bonne conservation des documents. OK. Donc, si je vous apporte dans 2 semaines le stock que j'ai sur mon grand-papa, puis que vous décidez que vous le gardez, vous allez le mettre dans l'une des boîtes comme celle que je vois ici. Il va être numéroté, il va être rajouté à votre base de données, puis il va être conservé dans des conditions qui sont probablement meilleures que celles que j'ai chez moi pour les garder. Ou un cabanon. On reçoit souvent des... Non, c'est pas dans le cabanon quand même, mais c'est dans un sous-sol. C'est déjà arrivé. On a quand les dons arrivent, une des premières étapes, c'est de vérifier s'il n'y a pas des insectes ou de la moisissure. Parce que souvent, les gens conservent leurs documents dans des endroits très humides, comme un sous-sol, par exemple. Je pose une question comme ça, vous n'avez peut-être pas de réponse, mais saviez-vous l'artefact que vous avez qui est le plus vieux date de combien de temps? On a des actes notariés qui datent du 18e siècle, là, donc 1700 quelques. OK. Puis on a des documents relatifs à la fondation de Saint-Hyacinthe là, en 1850. Ça, c'est la ville, mais on en a aussi par rapport là, à la seigneurie. La seigneurie avant. Donc, OK, oui. Donc, quand même, des documents. Ben, merci beaucoup. Ben, ça m'a fait plaisir. Je suis ensuite retourné voir Joëlle Terrien, qui est l'historienne du Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe, pour conclure notre belle visite. Et je lui ai demandé s'il y avait des événements ou des activités ou quelque chose de spécial là, qui s'en vient dans les cartons pour l'organisme. Oui, ben on a des choses qui reviennent à chaque année. Les conférences, les visites guidées, Orgue et patrimoine, ce genre de projet-là. Mais parfois, on vient aussi nous interpeller là pour des projets plus précis ou nous-mêmes, on a des projets là ponctuels. Par exemple, le centre de loisirs La Providence nous a demandé de faire la recherche pour documenter là leur 75e anniversaire. Donc, on va faire la recherche puis le diffuser là sur différentes plateformes. Puis, on accueille aussi une artiste en résidence là qui travaille sur un projet en lien avec l'histoire des femmes. Donc, nous, on va venir la documenter là, sur l'histoire de femmes de la région. Puis, on a aussi un projet là, qui s'en vient pour le mois d'octobre là, en lien avec l'histoire des femmes puis avec notre artiste en résidence. Et si on veut venir vous visiter sur place, vos heures d'ouverture? Oui, pour le service des archives, c'est super important de prendre rendez-vous, là, comme Anne-Sophie l'a expliqué, là, parce que ça se peut là, que votre document se trouve là, dans le fin fond de nos archives, là, en dessous là, de la chapelle du séminaire, ou ça se peut que la réponse aussi se trouve dans plusieurs boîtes. Là, donc, ça prend vraiment un travail préalable là, pour pouvoir sortir les bons documents aux chercheurs et aux chercheuses. Pour le service de généalogie, par contre, c'est sans rendez-vous. Donc, il y a des plages horaires là, qui sont affichées là, sur notre site Internet. Donc, habituellement, là, c'est le mardi, mercredi et jeudi en après-midi. Puis, on a aussi un ou des fois même 2 samedis par mois là, où c'est ouvert là, de 10h à 15h. Donc, dans notre infolette puis sur notre site Internet, là, on affiche les moments où c'est ouvert en généalogie. Là. Puis ça, même si vous connaissez rien, vous partez de zéro, vous pouvez vous présenter. Puis, il y a un bénévole ou Isabelle là, qui est là pour vous accompagner dans vos recherches. Et est-ce qu'on doit être citoyen de Saint-Hyacinthe ou de la région pour être membre chez vous? N'importe qui, moi qui est de Sainte-Julie, je peux être membre? Oui, tout le monde peut être membre du Centre d'histoire. Pour le moment, la carte de membre est au coût là, de 30$. On peut l'acquérir là, sur notre site Internet. Puis ça donne accès là, à plein de choses, dont l'accès au service des archives et au service de généalogie. Aussi là, à nos conférences gratuitement. Puis on envoie là, des informations aussi à nos membres. Et les gens qui veulent vous suivre, savoir un peu ce que vous faites, puis être capable de se tenir au parfum de vos thèmes, est-ce qu'il y a une façon de vous suivre sur les réseaux sociaux, sur Internet? Oui, le meilleur moyen, c'est vraiment de s'abonner à notre infolettre parce que c'est là où on va venir dire s'il y a des changements au niveau de nos heures d'ouverture, si on a publié là, des nouveaux articles sur notre site Internet. Donc, toutes nos activités là, sont diffusées là, sur l'infolettre. Puis, on peut aussi là, nous suivre là, sur YouTube, sur Facebook. Puis, on a, c'est ça, là, notre site Internet là, qui est aussi l'outil par excellence. Là. On va évidemment mettre la référence à votre site Internet sur notre site Internet, là, dans la section de nos collaborateurs, mais on va aussi la mettre dans les références du présent épisode. Mais rapidement, votre adresse Internet, quelqu'un qui veut visiter votre site web, c'est? Oui, c'est histoiredemasca.com. Histoiredemasca.com. Oui.
Bon, Exactement. On va aller voir ça. Merci Parfait. beaucoup à vous tous, vous toutes, devrais-je dire. Non, c'est juste des femmes? Non, vous avez des hommes aussi. Non, exactement. On est dans la zone parterre. Là. On est ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'était toutes des femmes. Donc, merci à vous toutes pour cette belle rencontre aujourd'hui. Merci. Vraiment très intéressant tout ça. Merci beaucoup, Martin. Donc, le Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe est situé au 650 rue Giroir-Est à Saint-Hyacinthe, bien évidemment. Et pour leur site web, histoire de Masca, maska.com, qui est un lien avec la rivière Yamaska, si je ne me trompe pas. Ou le comté de Masca également. C'est donc le comté dans lequel c'est... Il y a beaucoup de références à Masca et Yamaska dans la région de Saint-Hyacinthe. Là. Ouais. Je te laisse encore le crachoir, en fait, pour nous présenter ta capsule du jour. Ben oui, on écoute ça tout de suite. Quand on pense aux pirates, on imagine souvent des Caraïbes, des perroquets, des accents anglais douteux. Life on the open seas. Et pourtant, au tournant du 18e siècle, les pirates les plus redoutables parlaient français, avec un solide accent du Québec. Bienvenue à l'histoire de la bataille de Bonavista, un épisode où la Nouvelle-France a décidé que, quitte à manquer de tout, elle ne manquerait certainement pas d'audace. Nous sommes à la fin du 17e siècle. La France et l'Angleterre sont encore une fois en guerre, parce qu'apparemment, ils trouvaient ça plus simple que de discuter autour d'un café. En Amérique du Nord, cette rivalité se traduit par des attaques de colonies et de ports, et surtout par une lutte féroce pour le contrôle de l'Amérique du Nord. Et là-dessus, Terre-Neuve, c'est le jackpot. Pourquoi? Parce que la pêche à la morue, c'est l'or blanc de l'époque. Des milliers de pêcheurs anglais exploitent les riches bancs autour de l'île. Et parmi leurs ports les plus importants se trouve Bonavista, solidement tenu par les Anglais, rempli de navires de provisions et très peu protégé. À Québec, certains regardent les cartes et se disent « Bonavista, c'est loin, mais pas tant que ça ». Et c'est ici qu'entre en scène un personnage qui n'a jamais vraiment su rester tranquille, Pierre Lemoine d'Iberville. D'Iberville, c'est un peu le couteau suisse de la Nouvelle-France. Soldat, explorateur, stratège et corsaire. Et accessoirement, cauchemar officiel des Anglais. À la tête d'une petite troupe de Canadiens, de soldats et de marins aguerris, il lance en 1696 une campagne audacieuse contre l'établissement des Anglais à Terre-Neuve. Objectif, frapper vite, fort et repartir avant que l'ennemi comprenne ce qui venait de se passer. Bonavista devient une cible de choix. Les hommes d'Iberville arrivent sans fanfare, pas de tambour, pas de discours, juste des Canadiens endurcis, habitués au froid, au manque de ressources et aux décisions improvisées. Bref, pas exactement des touristes. La bataille éclate. Les Anglais sont surpris, les défenses sont dépassées et les Canadiens attaquent avec une efficacité redoutable. En quelques heures, Bonavista tombe. Les fortifications sont prises, les navires capturés et détruits, les stocks de morue saisis ou brûlés. C'est un coup dur. Très, très dur. Imaginez la scène. Des pêcheurs anglais, venus tranquillement faire sécher de la morue, se retrouvent au milieu d'une opération militaire menée par des types qui connaissent l'hiver mieux que personne et qui n'ont clairement pas manqué de sommeil. La victoire est complète. Bonavista est neutralisé, le message est clair, la Nouvelle-France peut frapper loin, fort et sans prévenir. Mais comme toujours, la guerre ne dure jamais qu'un moment. Les Français se retirent, emportent leur butin et leur réputation. L'Angleterre finira par reprendre le contrôle de Terre-Neuve parce qu'en histoire, rien n'est jamais définitif, sauf les rancunes. Alors, comment se conclut cette histoire? Militairement, Bonavista sera reconstruite et stratégiquement, l'Angleterre apprend à ne plus sous-estimer ses Canadiens venus du froid.
Et historiquement, cet épisode prouve une chose essentielle, la Nouvelle-France n'était pas seulement défensive. Elle savait attaquer, elle savait surprendre et elle savait utiliser la mer comme une arme. À l'abordage! Quant aux pirates de Québec, disons que ce sont des pirates un peu particuliers, pas de perroquet, pas de rhum à volonté, mais beaucoup de courage et une bonne dose d'improvisation et un sens aigu de la débrouillardise. Comme quoi, parfois, les flibustiers les plus efficaces portent des mitaines et parlent français. Des fois que tu nous amènes que, bon, j'avais entendu parler puis que c'est un peu nébuleux, j'étais dans le néant le plus total par rapport à cette Il y a histoire-là. des grands pans de notre histoire qu'on ne nous a pas racontés à l'école. On a passé beaucoup de temps sur certains thèmes sur lesquels on a mis le focus, pour lesquels l'histoire nous aura prouvé que de toute façon, les faits n'étaient pas tout à fait justes, entre autres, tout notre passage, notre relation avec les Premières Nations, etc. Mais on nous a très peu parlé de ces grands explorateurs et surtout de tout le volet corsaire, par exemple, on en a très peu entendu parler. Puis il y a certaines batailles qui ont été moins importantes au niveau, parce qu'on s'entend que Bonavista, c'est intéressant parce que ça nous explique que, il y avait des corsaires et on pouvait faire des raids, mais techniquement, ça n'a pas changé grand-chose sur la géopolitique, ni de l'époque, ni actuelle de la Nouvelle-France et de ce qui deviendra par la suite le Canada. Là. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on l'a omis, mais c'est quand même... un fait historique intéressant parce qu'on a la réputation d'avoir été un peuple très défensif et pourtant, je pense que c'est vrai, là, mais il y avait quand même certains chefs de milices ou de guerre qui étaient un peu plus, disons, avant-gardistes. Oui, donc une chance que tu es là et que Passé Décomposé est là pour vous en parler. Aujourd'hui, j'avais justement envie de vous parler de l'ancêtre de 97% des charbonneaux du Québec, soit Olivier Charbonneau. On reçoit des invités et je t'avoue, Martin, que je suis très fier du travail que tu as fait sur celle-là. On est entouré de Claire Charbonneau, présidente de la défunte Association des Charbonneaux d'Amérique, ainsi que François-Xavier Charbonneau et Étienne Charbonneau, respectivement président et secrétaire de l'Association des Charbonneaux du Vieux-Continent qui se joignent à nous directement de Maine-et-Loire et Loire-Atlantique en France. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais débuter avec vous, Claire. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'historique de l'Association des Charbonneaux d'Amérique, s'il vous plaît? Donc, un peu, quand est-ce que ça a parti et ça a eu l'air de quoi les activités de l'association? Oui, bien en fait, ça a parti à la fin de 1993. Il y a un monsieur, Henri Charbonneau d'Ontario, qui était la branche ontarienne des Charbonneaux, qui a communiqué avec moi en me disant je pense que vous avez déjà une association de famille chez vous. Est-ce que vous seriez intéressé à former une association de famille pour les Charbonneaux d'Amérique? Alors, moi, ça faisait déjà 15 ans que je publiais des bulletins et j'avais un comité qui était formé de oncles, tantes, cousins deuxième degré. Alors, moi, ça m'a intéressé beaucoup. Et puis, on a formé dès 1994 une association des Charbonneaux d'Amérique. Et cette association-là, il y avait en tout à peu près un tiers d'Américains qui étaient des Charbonneaux des États-Unis, puis 2 tiers de Québécois et d'Ontario, et de l'Ontario, oui. Okay. Alors, on a vécu une quinzaine d'années et à la fin, bien, il y avait un manque de relève. Alors, une association qu'on a dû dissoudre et puis on a fait un voyage en France en 99 pour retourner sur les traces de notre ancêtre et ça a été vraiment intéressant. Nous étions à peu près 48 personnes, dont plusieurs Américains également qui découvraient par leur nom également, qui étaient des Charbonneaux, des Coles, des Charbonneaux, la terre de l'ancêtre qui avait donné leur nom. Exactement, vous l'avez dit, donc le nom coal, parce que charbon en anglais qui est coal, donc le nom aurait été un peu traduit. Coal water, oui. Et les Charbonneaux qui avaient encore le nom en tant que tel aux États-Unis, comment c'était écrit? Est-ce que c'était encore la même écriture que nous? Il y avait S-H-E-R, Charbonneau, B-O-N-E-A-U, et c'était un monsieur quand même du Michigan qui avait le Charbonneau Connection. Alors, lui est venu à quelques reprises au Québec à chaque fois que nous avions un rassemblement. Et puis, donc, il y avait aussi son association dans son coin. Il y avait aussi des causes, il y avait des Charbonneaux, C-H-A-R. Oui, c'est à peu près ça, là. Dans nos listes de membres, c'est à peu près la façon dont on écrivait le mot Charbonneau. C'est vraiment intéressant. Oui.
Et messieurs Charbonneau, de votre côté, je crois comprendre que c'est vos cousins de l'Association québécoise qui ont joué un rôle dans la création de votre association. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu qu'est-ce qui fait que cette association a mené à la création de la vôtre en France? Est-ce que je peux raconter un souvenir personnel puisque j'y étais? Bien sûr. Ça s'est passé en 1999. Les Charbonneau, donc, comme l'a dit Claire, débarquent d'Amérique pour visiter l'endroit où a vécu leur ancêtre Olivier Charbonneau. Il était né en Vendée, sans doute, mais il habitait à Maran, c'est en Charente-Maritime, c'est tout près de La Rochelle, et il était ouvrier agricole. Alors, les Charbonneau sont arrivés dans un bus, un beau matin, à la mairie de Maran, où les a reçus le maire de Maran. Et le maire de Maran est un type astucieux, il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir organiser pour accueillir tous ces Charbonneau qui arrivent d'Amérique? Il a demandé à sa secrétaire de téléphoner à des Charbonneau de la région de l'Ouest. Est-ce que vous pourriez pas venir m'entourer pour accueillir les Charbonneau d'Amérique? Et on s'est retrouvé à 32 Charbonneau de l'Ouest autour du maire de Maran le jour où les Charbonneau d'Amérique sont arrivés avec leur bus, qui est un grand bus. Et un bus qui avait deux particularités, enfin une double particularité. Une grande banderole à l'avant sur le pare-brise et une grande banderole à l'arrière sur la vitre. C'était écrit « Halte là, les Charbonneau sont là !» Oh, on a été très impressionnés. On a passé une journée formidable. Il y a eu des discours, des cadeaux qui ont été échangés. Claire avait apporté des cadeaux pour le maire de Maran. Et puis, à la fin de la journée, quand ils sont repartis, Claire a pris l'une des deux banderoles et nous l'a donnée à nous, les Charbonneau, qui étions sur le perron en train de leur dire au revoir. Et elle nous a dit, mais voilà, à vous maintenant de jouer, à vous de vous organiser. Et on a compris, eh bien, c'était en juillet 99, et bien, en décembre de la même année, notre association a été créée. Oh wow, ça a été rapide. Et comme c'était les Charbonneau d'Amérique, on s'est appelé les Charbonneau du Vieux Continent. Quelle belle idée, Voilà. J'aime ça. Est-ce que, un peu comme les associations du Québec, vous faites des rassemblements une fois par année, 2 ans, peu importe, avec les Charbonneau qui sont toujours en France? Cher Président? Oui, bien sûr. Nous avons pris un rythme depuis un certain temps de faire 2 sorties par an, une au printemps et une à l'automne. Celle du printemps s'étale sur une journée. On en profite pour faire notre assemblée générale et ce sont des sorties assez régionales parce que pour une journée on peut pas aller très très loin, qui nous permettent de découvrir des métiers particuliers de certains Charbonneau, et ça c'est toujours hyper enrichissant. Nous avons pu découvrir comme ça une femme qui fait la culture de plantes assez rares. Une autre année aussi, on a découvert une famille qui a monté une entreprise de charpente et d'ossature de bâtiments en bois lamellé-collé. À chaque fois, c'est des découvertes assez passionnantes. La prochaine, on y ajoute un petit quelque chose. Elle sera le 9 mai. On va découvrir un chocolatier, un maître chocolatier. Et on va essayer de creuser un peu ce métier. Oh, du chocolat, Martin, donc on va y aller, hein, j'imagine. Oui, aussi. on dirait pas non. Et puis, est-ce qu'on peut se joindre à l'association des Charbonneau du Vieux Continent, même si on est encore en Amérique? Alors oui, nous avons des relations toujours avec Claire, qui heureusement a bien voulu rester proche de nous, non seulement par sa générosité, mais en plus par tout l'apport historique qu'elle peut nous accorder. Et nous avons décidé, il y a 5 ans, d'en faire notre marraine. Elle est la marraine de notre association et nous sommes très honorés de l'avoir toujours si près d'elle. Mais je voudrais rajouter à notre président les 2 ou 3 rendez-vous qu'on a eus pendant cette période qui a été longue. Déjà, c'était 1989, ça fait 26 ans. Le premier rendez-vous qu'on a organisé, il y avait 160 personnes, 160 Charbonneau, qu'on a réussi à regrouper en Vendée. Une autre fois, en 2008, nous sommes allés au Québec, parce qu'il n'y avait pas de raison de ne pas rendre à nos amis québécois leur visite. Donc, nous sommes allés là-bas, à Québec, pour le 400e anniversaire de la ville de Québec.
Et puis, on peut dire aussi qu'on a eu la chance d'avoir 2 opérations qui nous ont marqué. On a réussi à créer une place Olivier Charbonneau dans la ville de Maran, qui est maintenant répertoriée même sur les grands sites Internet. Et puis, on a reçu en 2024, c'était il y a 1 an et demi, les Charbonneaux d'Amérique qui sont venus, et Claire était là, pour poser une plaque dans l'église de Saint-Sauveur de La Rochelle, où il y a déjà des plaques de gens qui sont partis à Québec, enfin en Nouvelle-France, comme c'était le cas d'Olivier. Et on a posé une plaque également à côté de celle d'Étienne Truteau, parce qu'Étienne Truteau était dans le même bateau qu'Olivier Charbonneau en 1659, et il est l'origine de la famille Trudeau. Bien sûr. Vous connaissez, je crois. Un Je peu. crois que vous connaissez. Un peu, oui. Ça nous dit vaguement quelque chose. J'ai connu plus le fils, mais je crois que Martin t'a connu les 2 moi, générations. J'ai connu le père aussi. C'est super intéressant. On vous remercie beaucoup. Donc, je vais y aller avec l'histoire d'Olivier Charbonneau. Puis, si jamais vous avez des choses à rajouter pour que les auditeurs puissent avoir des compléments d'information, s'il vous plaît, ne vous gênez pas. Alors, Olivier Charbonneau naît vers 1614, vous l'avez dit, dans la ville de Maran, dans le département de Charente-Maritime, dans la région de la Nouvelle-Aquitaine, dans l'ouest de la France. En fait, Maran est à une vingtaine de kilomètres au nord de La Rochelle, donc assez près de l'eau également. Et Olivier n'a pas un début de vie très facile parce qu'il va se marier une première fois avec Ozanne Lusso et va devenir veuf très peu de temps après. Ce mariage va également rester sans postérité, donc aucun enfant va naître de ce mariage. Il va donc épouser en seconde noces Marguerite Roy le 20 avril 1646 dans l'église de Saint-Étienne à Maran. Et encore une fois, Olivier va se retrouver veuf et sans dire qu'il est vieux, parce qu'il a environ mon âge, Olivier est quand même rendu à la mi-trentaine environ, déjà veuf 2 fois et toujours pas d'enfant. Ouais, pour devenir le père de 97% des Charbonneaux du Québec, va falloir qu'ils soient un peu plus chanceux que ça en amour, là. Et mettons que... Effectivement. Puis, heureusement, c'est dans ce 3e mariage-là qu'il va être un peu plus chanceux. Il va se marier en 3e et dernière noce avec Marie Garnier, qui est également native de Maran. D'ailleurs, leur mariage va se dérouler en France, contrairement à plusieurs colons en Nouvelle-France. C'est donc autour de 1655 que le couple va se marier, alors qu'Olivier est rendu à environ 41 ans, alors que Marie, quant à elle, est âgée d'environ 27 ans. Il s'agit d'ailleurs d'un premier mariage pour Marie, contrairement à Olivier. Alors qu'ils sont déjà, et encore en France, pardon, le couple va avoir un premier enfant, une jeune fille du nom d'Anne. Mariée, un premier enfant, mais encore en France. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'ils vont quitter pour venir s'établir en Nouvelle-France? Bien sûr, on a même beaucoup d'informations sur sa traversée. Tout ça commence grâce à la présence de Jeanne Mance en France. Jeanne Mance, comme on le sait déjà, c'est la cofondatrice de Ville-Marie, qu'on appelle aujourd'hui Montréal. Elle est déjà à Montréal depuis, elle, 1641 et dès son arrivée, Jeanne Mance va être une personne essentielle pour apporter des soins aux constructeurs des phares et des soldats sur place. En 1658, elle va retourner en France en compagnie de Marguerite Bourgeois pour soigner une blessure importante qu'elle s'est fait à son bras lors d'une chute. Bien qu'elle soit là pour se rétablir, elle a fait ni une ni deux, puis elle se dit tant qu'à être sur place, je vais faire du recrutement sur ma terre natale. Et parmi les personnes qu'elle va réussir à courtiser, professionnellement parlant, on s'entend, se trouve notre cher Olivier. Donc, le 5 juin 1659, il va signer un contrat de travail devant le notaire de Montreux et il s'engage à être un laboureur à bras. Dans le domaine du labourage, on différencie les laboureurs à bras et les laboureurs à la charrue. Comme son nom l'indique, le laboureur à bras va utiliser une bêche pour travailler le sol, donc beaucoup plus difficile. L'argent pour payer la traversée, les frais d'hébergement et l'achat d'une valise de voyage va être alors prêté par Jeanne Mance. Moins d'1 mois après son contrat de travail, après avoir signé son contrat de travail, Olivier, environ 44 ans, Marie, environ 31 ans, et la petite Anne, 2 ans, s'embarquent sur le bateau le Saint-André le 2 juillet 1659 pour une traversée qui durera au total 89 jours, donc une traversée assez longue comparée à la moyenne des autres traversées. Comme le contrat de travail fut signé avec Jeanne Mance, c'est donc à Montréal que la famille va se diriger, contrairement à la grande majorité des colons qui s'arrêtent plutôt à Québec. Mm-hmm. Les Charbonneaux, on n'a pas dit trop d'ineptie jusqu'à présent? Eh bien, moi, j'aurais peut-être une petite correction à faire, plaisir. parce que je pense que, d'après les recherches faites en France, Olivier ne serait pas né à Marance, mais il s'est marié là. OK, je il ne pense serait pas Étienne, originaire de là. on essaie de trouver l'endroit où il est né.
Et puis aussi, au niveau de son âge, d'après le recensement de 1667 et 1681, il aurait plutôt 48 ans quand il a quitté la France. Quand même, D'accord? hein? Et son troisième mariage, c'était en 1654. Merci et beaucoup, puis, il y a je eu n'avais pas la la date. petite Anne, oui. Alors, il y avait ça que j'avais noté là, comme peut-être C'est des parfait, petites merci corrections. beaucoup. Parce que justement, en plus, au Québec, il y a certaines ressources qu'on n'a pas que vous avez en France. Donc, il y a probablement plus d'informations que vous avez réussi à avoir en France que nous au Québec. Donc, c'est très apprécié que vous complétez nos informations. J'ai aussi lu que les Charbonneau, puis je pense que tu l'as dit précédemment, 93e rang des noms les plus communs au Québec. Et si tu dis qu'ils viennent presque tous d'Olivier, ça veut donc dire que sa famille ne s'est pas limitée à Anne, là, donc il y a eu d'autres enfants par la suite. Effectivement, le couple aura au moins 4 autres enfants, ce qui est une petite famille pour l'époque, mais si on comprend que Olivier était âgé dans la quasi-cinquantaine, ça peut peut-être expliquer aussi. Ce sont donc Joseph, Jean, Élisabeth et Michel qui vont s'ajouter à Anne pour compléter la famille Charbonneau-Garnier. Olivier et Marie seront les grands-parents de 45 petits-enfants et sur ce nombre, il y a 14 qui sont des hommes qui portent le nom Charbonneau, qui pourront assurer la pérennité de ce nom. Il y a plus d'hommes que ça, là. Mais dans les 45, Anne a marié un Labelle et Élisabeth a marié un Barbeau puis un Cyr. Donc, ce ne sont pas des hommes qui vont assurer la descendance Charbonneau directement avec le nom Charbonneau. Aussi, je l'avais dit un peu plus tôt que l'argent avait été prêté par Jeanne Mance. Eh bien, c'est 10 ans plus tard, le 10 octobre 1669, que Jeanne Mance va signer une quittance, signifiant que le montant fut payé. Il y a certains historiens qui doutent toutefois que la dette fut vraiment payée en totalité parce qu'il s'agit d'un montant assez important pour l'époque. Malgré tout, Jeanne accepte que le montant qu'elle aura reçu sera du moins suffisant pour la suite. Tu dis que la famille s'installe à Montréal, mais est-ce qu'on sait précisément où dans Montréal? Les premières colonies à Montréal, c'était principalement établi dans ce qui est l'actuel Hochelaga, puis un peu plus au sud, dans les régions avoisinantes. Toutefois, quelques années plus tard, Olivier va déménager une première fois et va s'installer à la pointe est de l'île de Montréal, dans ce qu'on appelle aujourd'hui Pointe-aux-Trembles. Il va s'associer avec un homme du nom de Pierre Dagenet pour y construire un moulin à eau. Cela dit, c'est pas en tant que Montréalais qu'Olivier va faire sa marque. En 1671, sa fille Anne va épouser Guillaume Labelle. Ce couple est d'ailleurs à la base de toutes les familles Labelle du Québec. Olivier Charbonneau, Guillaume Labelle et leurs familles respectives seront les premiers résidents permanents de l'île Jésus. Laval, justement? Exactement, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Laval. Bien que Laval appartenait déjà aux Jésuites depuis une quarantaine, 35 ans environ, depuis 1636, la présence des peuples autochtones à Laval rebutait certains colons à aller s'y installer définitivement. Ceci dit, ça n'a pas effrayé Charbonneau et Labelle qui, eux, vont s'installer dans la paroisse Saint-François-de-Sales, dans l'est de l'île, qui est près de l'actuelle autoroute 25. Est-ce que l'île Jésus va être le dernier endroit où va habiter Olivier? Non, parce que pour une raison qui m'échappe et peut-être que vous allez pouvoir m'aider là-dessus, Olivier va retourner à Pointe-aux-Trembles pour la fin de sa vie où il va décéder le 20 novembre 1687 à l'âge d'environ 73 ans. Est-ce qu'on sait pourquoi il est retourné à Pointe-aux-Trembles? Maintenant, il n'y avait pas, je pense qu'il n'y avait pas d'église à Saint-François-de-Sales, je pense, à ce moment-là. Il fallait aller à Pointe-aux-Trembles pour les funérailles et l'enterrement. Là. Je pense que c'est la raison. Ce qui expliquerait qu'il soit inhumé là-bas, mais peut-être même décédé quand même à Laval. On s'entend que malheureusement, c'est un peu plus difficile d'avoir les informations aujourd'hui, mais merci encore une fois de compléter ces informations-là. Je savais que c'était une bonne idée d'avoir des gens. Je le dis tout le temps. Sa femme Marie va se remarier le 4 octobre 1688 à Nicolas Bourgeois dans la ville de Lachenay, qui est aujourd'hui sur la rive nord de Montréal. Il y a quand même beaucoup de choses qui nous rappellent le passage de cette famille-là au Québec. D'abord, il existe à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, l'avenue Olivier Charbonneau. Il existe un parc public à Montréal au nom d'Olivier Charbonneau, ainsi que le pont payant de l'autoroute 25. Le nom officiel là, qui relie Laval à Montréal, eh bien, c'est le pont Olivier Charbonneau, qu'on appelle le pont payant, mais le vrai nom officiel, selon la toponymie, c'est le pont Olivier Charbonneau.
Il existe également la rue Marie-Garnier, toujours à Laval, en l'honneur de l'épouse d'Olivier. Puis j'ai extrapolé un peu, mais il existe la halte piétonnière Guillaume Labelle à Laval, en l'honneur du gendre d'Olivier et père de tous les labels du Québec. Et il y a souvent une corrélation, en fait, qui va être faite entre Olivier Charbonneau et Antoine Labelle, le fameux curé Labelle, parce que Anne Charbonneau est la 3 fois arrière-grand-mère du curé Labelle. Parmi les autres Charbonneau qui ont marqué l'histoire, on peut penser au franco-ontarien Monseigneur Joseph Charbonneau. Vous l'avez dit, Mme Charbonneau, qui avait une lignée de franco-ontariens qui avait ce nom-là. Eh bien, ce dernier était l'archevêque de Montréal et pour tout dire, il dérangeait pas mal, ce monsieur-là. Il affichait ouvertement des valeurs dites plus de gauche, comme l'égalité, la solidarité, le progressisme et tout ça au milieu des années 1940. Donc, pas besoin de vous dire que ça en a fait sourciller plus d'un. Lui, on va donc le forcer à prendre sa retraite et on va même l'envoyer en Colombie-Britannique où il va poursuivre une carrière de religieux. Malgré qu'il décède à Victoria, en Colombie-Britannique, son corps va être inhumé dans la crypte de la cathédrale de Montréal. Et dans notre histoire récente, on peut penser à Pierre Charbonneau, qui est un grand amateur de sport. Il est impliqué dans de nombreux comités. Il va être membre également de la Confédération des sports du Québec, du Conseil national de la santé et du sport amateur et même président de la Fédération d'athlétisme du Québec. En 1968, on va faire appel en fait à lui pour préparer la candidature de la ville de Montréal pour espérer obtenir les Jeux olympiques de 1976. Comme Montréal va gagner le vote, il va être nommé vice-président section sport du comité organisateur de ces 21e Jeux olympiques. Malheureusement, Pierre Charbonneau décède à seulement 57 ans le 29 septembre 1975 des suites d'une longue maladie qui l'avait même obligé à prendre une distance de ses engagements. Il existe aujourd'hui le centre sportif Pierre Charbonneau ainsi que le parc Pierre Charbonneau qui est juste adjacent, qui est en son honneur. Est-ce qu'il y a des éléments sur l'ancêtre Charbonneau ou d'autres illustres Charbonneau que vous aimeriez nous amener ou ajouter? Bien sûr, parce que c'est certain qu'il existe des tonnes de Charbonneau intéressants. En France, j'imagine qu'il y a aussi des Charbonneau qui ont marqué l'histoire. On a mis en valeur plusieurs Charbonneau, mais j'ai été repris par Claire parce que je m'étais trompé dans la désignation de certains Charbonneau il y en a un ou deux qui ne sont pas de la même famille. Mais c'est rare parce que tous les Charbonneau qui comptent sont issus de la vraie grande famille. Olivier, Toussaint, oui, Joseph, l'archevêque. Voilà, Roger Charbonneau, soldat parachuté. Ah oui, on a été très fiers, nous, de retrouver un Charbonneau qui a été parachuté en France lors de la libération en 1944. Il a été parachuté sur le port de Normandie, sur le front de Normandie. Et on a été très contents parce qu'il est venu en France et il a été décoré. On l'a salué comme il se doit. Bien sûr. Avec raison. La libération de la mère patrie. Exactement. C'est donc ce qui conclut notre épisode. On se doit de vous remercier, Claire, François-Xavier et Étienne Charbonneau. Ce fut un très grand plaisir de vous recevoir, d'autant plus de vous recevoir de l'autre côté de l'océan. C'est une première pour nous. On est vraiment très touchés de ça. Et on se doit de remercier notre commanditaire. Cet épisode fut présenté par généalogiequebec.com, propulsé par l'Institut de Rouen, la plus grande collection en ligne d'archives du Québec et du Canada, avec plus de 100 millions de documents pour retracer votre histoire familiale et en tant qu'auditeur, vous profitez d'un rabais exclusif de 25% sur votre abonnement en entrant le code promo Histoire25 à l'achat. Et je tiens à dire à nos auditeurs que nous allons placer évidemment sur notre site web et dans les références du présent balado les informations sur, premièrement, l'Association des Charbonneaux du Vieux-Continent. Donc, s'il y a des Charbonneaux, évidemment, c'est un épisode sur les Charbonneaux. On présume que beaucoup de Charbonneaux au Québec vont écouter cet épisode-là puisque ça les concerne directement. Si vous êtes intéressé à joindre une association familiale, ce que je dis et je répète d'un épisode à l'autre, je vous suggère fortement pour la simple et bonne raison que lorsqu'on commence à s'intéresser à sa famille et qu'on fait sa généalogie, on est confronté à une multitude d'informations. Le problème, c'est pas de trouver de l'information, c'est de savoir laquelle est la bonne dans toute cette information, pas toujours juste. Et les associations familiales font un superbe travail d'élaguer le vrai du faux, de corriger des trucs. Donc, quand vous partez avec l'information, non pas de n'importe où sur Internet, mais de votre association familiale, vous vous assurez d'avoir l'information la plus juste possible, la plus vérifiée possible. Et ça, on vous conseille fortement. Sans compter que vous allez faire connaissance avec plein de gens qui
portent votre patronyme et qui vont pouvoir vous raconter des pans de votre histoire familiale que vous ne connaissez pas. Donc, on va mettre les références de l'Association des Charbonneaux du Vieux-Continent sur notre site web. Et qui sait, peut-être un jour verra-t-on ressusciter au Québec l'Association des Charbonneaux du Québec. Du moins, on vous le souhaite parce que je pense que chaque famille mérite ou mériterait. Mais ça prend du temps, ça prend des bénévoles, ça prend aussi de l'intérêt des gens qui s'y inscrivent. On sait que, bon, c'est peut-être pas toujours la saveur du jour ou du mois là, de faire de la généalogie ou de s'intéresser à la famille, mais je suis bien placé pour vous le dire. Souvent, quand on commence à vieillir un peu, on réalise beaucoup de choses et les intérêts naissent. Je vois les monsieur Charbonneau qui opinent du bonnet. Là, donc, cette opinion semble partagée. Donc, toutes les références seront là. Je vous remercie moi aussi également beaucoup pour votre participation. Oui, bien sûr, allez-y. Oui, ça, parce que ça peut intéresser vos auditeurs, les gens qui viendront vous contacter. À partir du mois de mai prochain, nous mettons en ligne 22 généalogies de charbonneaux français. Wow! Et donc, si vous souhaitez que les liens vous soient communiqués, si ça peut intéresser vos auditeurs, bien sûr. Acheminez-nous ça. Si vous nous acheminez ça, on va s'assurer là, d'y rendre disponibles sans problème. Donc, on vous remercie pour votre travail bénévole en plus pour ces associations-là. C'est des gens comme vous qui gardent cette histoire-là en vie. Martin, je te laisse sur notre prochain thème afin que tu puisses te préparer un peu. L'actualité me pousse à parler d'exode vers les États-Unis, mais surtout, on va parler d'un ancêtre que je crois que tu connais un peu, un certain Jacques Archambault. Oui, je le connais un peu, oui. On vous remercie de votre présence, tout le monde, et on se revoit dans 2 semaines. Au plaisir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Notre histoire nous sera racontée dans ce passé des contes.